Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live de l'IFRAB, épisode 2. J'espère que vous avez pu apprécier le live précédent avec Guillaume Bizade. Si vous aimez, bien sûr, vous partagez, vous commentez, vous mettez des petits pouces bleus. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications avec la petite cloche. Ça nous aidera grandement. Donc aujourd'hui, pour cet épisode 2, on reçoit un autre invité prestigieux. Il s'agit de Mickaël Corté, qui est coach à la tronche en Ligue 2 féminine et qui va nous parler de la thématique d'imposer son rythme de jeu en défense. Voilà, Mike, la parole est à toi. Salut Yann, merci de l'invitation. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, une petite intervention un peu miroir, c'est le vidéo, que je salue du coup, par rapport à gérer le rythme. Lui, il a géré plutôt d'un point de vue offensif, et moi, j'essaierai de changer d'un point de vue plutôt défensif. Voilà. Je vais vous partager un petit PowerPoint. On va lancer ici. Voilà. Donc, très rapidement, une introduction, quelle volonté défensive on recherche, les repères que nous donne, collectifs, individuels, comment on le met en place, les exercices qu'on utilise, en sachant que dans cette partie, on sera assez succinct et sur la partie qui sera disponible plus tard, il y aura beaucoup plus de détails et d'exercices proposés. Voilà. L'aspect pédagogique de l'entraînement, évidemment les avantages et les inconvénients de cette défense, et puis on fera une conclusion. Voilà. Donc en intro, c'est clairement une philosophie de jeu, une volonté effectivement personnelle et collective du groupe. Mais du groupe, c'est aussi de s'épanouir et de continuer sur notre deux et depuis quelques années. Une vraie volonté de changer le rythme. Pas de façon permanente, mais vraiment sur certains temps bien définis, prendre les choses en main et obliger l'adversaire à aller là où il veut. Et donc, pour ce faire, on utilisera une défense qui est donc la contre. Voilà. Donc, on parlait de philosophie de jeu. Nous, c'est quelque chose qui peut aider. Aujourd'hui, on laisse le choix de certaines défenses, notamment une défense qui utilise beaucoup. Ça développe une identité forte, reconnue, je pense. Ça développe vraiment l'esprit, un esprit, que ce soit 5 joueurs qui aillent dans la même direction, ça fait des efforts ensemble, parce que sinon, ça fonctionnera malheureusement pour peu. Et c'est une prise de risque, évidemment, pour alimenter le jeu rapide. Pourquoi le jeu rapide? Parce que il nous arrive de temps en temps d'être un petit peu à la peine sur le jeu de terrain, et ça nous permet facilement d'aller chercher autre chose. Mike, j'ai une question pour toi. Tu marques là dans ta première slide sur la cause de jeu que ça plaît aux joueurs. Or, Ferrand, l'association plaisir et défense. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on pourra effectivement parler de côté plaisir. Alors, est-ce que c'est mieux parce qu'elle est féminin? Peut-être. Je suis pas sûr. Nous, on s'en rend compte, notamment, tu sais, sur les entraînements. On fait soit des matchs en point offensif, soit des matchs en point défensif. Et de temps en temps, on laisse le choix aux joueuses. Les joueuses peuvent décider de jouer soit en point def, soit en point off. L'équipe qui peut jouer en point off, le point def, point off. Et quand on leur laisse le choix, aujourd'hui, elles choisissent énormément le point def. Parce que c'est vrai que dans le basket féminin, tu vois l'histoire, c'est plutôt orienté là-dedans. Et elles y ont trouvé effectivement du plaisir parce que elles s'y sentent efficaces. Elles voient que ça a un impact. Et du coup, elles se réfugient. Ok, merci.
ensuite, volonté de changer du jeu. Donc, on a une volonté commune avec le staff, c'est de ne jamais encaisser plus de 2 paniers avec la même défense. Alors moi, j'ai la chance d'avoir 2 assistants, dont un qui gère l'aspect défensif des paniers, c'était plutôt Salomon. Et donc, lui, son rôle pendant les matchs, c'est, à partir du moment où on encaissait 2 paniers d'affilée, il est bien, là, il faut qu'on change de stratégie défensive. Ce qui n'empêchera pas peut-être d'en encaisser un 3e, mais l'alternance. On veut absolument mettre l'adversaire sous pression. Toujours quelqu'un sur le ballon, minimum une personne sur le ballon, pour vraiment provoquer. Je le disais juste avant, ça nous aide, nous, à notre manque de rythme offensif de temps en temps. Ça nous permet de voler les ballons, de repartir dans du jeu rapide et se redonner un peu de confiance offensivement. Et puis, évidemment, ça oblige les adversaires à s'adapter. Alors, à s'adapter le samedi, mais surtout, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'adaptent la semaine. Tout le temps qu'ils passeront à s'occuper de nous sur la semaine, c'est tout le temps qu'ils passeront pas à s'occuper d'eux. Donc, cette volonté-là aussi. Donc, sur également la désorganisation de l'attaque adverse, c'est une défense contre laquelle tu ne peux pas mettre de forme de jeu en place, parce qu'elle est trop agressive et qu'il y a énormément de pression sur le ballon et que du coup, le ballon bouge beaucoup. C'est aussi un moyen de mettre l'adversaire en difficulté parce que tout niveau, les équipes n'aiment pas vraiment l'alternance défensive et quelque chose qu'on utilise nous beaucoup. Et puis on veut décider en fait. On veut décider pour l'adversaire. On veut provoquer des erreurs. Je me rappelle la semaine dernière Guillaume qui disait qu'il voulait des choix à haute intensité. Et ben nous justement on veut provoquer des erreurs dans cette haute intensité en comme on l'a dit juste avant, en mettant très forte pression sur le porteur de balle et pas le temps de réfléchir. Elle doit agir, elle doit dribbler, elle doit tirer, elle doit passer, mais elle doit agir surtout. C'est notre volonté. Donc on rentre dans des histoires de stratégie et de coaching, bien sûr. Donc je le disais juste avant, les adversaires, ils préparent l'attaque de 7-1-3-1. On peut se dire que c'est facile, on met des gens dans les coins, on fait des passes, on tire. Une fois qu'on est sur le terrain et qu'on est en face de nous, c'est rarement aussi simple. C'est pour gérer nos temps faibles, parce que nos temps faibles à nous offensifs, pour donner du rythme. C'est pour aussi se servir des temps faibles adverses. Ce soit un moins bien de leur part. C'est peut-être des joueuses qui sont dans des rotations, avec un peu moins de lecture, un peu moins d'habileté technique. Ça nous permet d'être un peu plus performants défensivement. La fatigue aussi fait que des défenses comme ça peuvent être perturbantes. Et puis, j'y reviendrai plus tard avec cette volonté d'avoir la dernière possession sur les cartons. Alors c'est marrant parce que du coup, en termes de vision, généralement, une défense de zone, c'est plutôt fait pour peut-être à un moment être plutôt dans la protection du panier. Plus que dans la reconquête du ballon. Bon, or, toi, j'ai l'impression que tu as pris ce contre-pied-là. Est-ce que tu peux un petit peu développer cette idée et comment ça t'est venu, ça aussi? Alors, effectivement, les défenses de zone sont plus souvent de contrôle. Pendant de nombreuses années, je faisais cette 1-3-1 avec cette notion de contrôle. Et puis, je l'ai trouvé peu efficace, notamment il y a 2 saisons avec les filles de la Conche-Méan. Et en me documentant un petit peu, en allant chercher un petit peu d'infos, je suis tombé sur quelques vidéos d'entraîneurs, quelques vidéos d'équipes qui proposaient une 1-3-1 mais beaucoup plus agressive, beaucoup plus véloce. Et du coup, je me suis inspiré de toutes ces vidéos, je me la suis mis un petit peu à ma sauce, au profit de choses qu'on pouvait avoir aussi. Et du coup, on l'a rendu très agressive. C'est pour ça que c'est une défense qu'on peut pas faire pendant 10 minutes, un quart temps entier. C'est vraiment des petits temps. On l'utilise de façon ponctuelle, mais avec une vraie volonté d'être agressive, d'agresser l'attaque, d'attaquer l'attaque d'ailleurs, pour pouvoir gagner des ballons, provoquer des tirs, provoquer des mauvaises passes. Mais effectivement, on l'a arrêté dans sa forme vraiment pure 1-3-1.
c'est vraiment quelque chose de très animé et très agressif. Super. Donc, notre volonté, c'est mettre le porteur de balle sous pression. On parle bien de gamme de terrain. Et pour ce faire, c'est obligatoirement une dose minimum sur le ballon. Ça peut évidemment être deux, mais forte pression sur le ballon. C'est cibler des zones de trappe. Voilà, donc elles sont dessinées ici. Il y en a 4. Elles sont classiques, bien évidemment. Et c'est se donner de l'intensité défensive pour engendrer sur de l'intensité offensive. On a une équipe qui fonctionne beaucoup comme ça. Quand elle a du rythme défensif, c'est une équipe qui est plutôt efficace dans son jeu offensif. Alors les repères, ça c'est quelque chose qui va être quand même vraiment important et primordial. Donc il y en a de deux sortes, les repères collectifs. Donc une volonté forte, c'est qu'il ne doit jamais y avoir de passe tendue, de passe directe. Toutes les passes doivent être ou à terre ou lobées. Parce que si les passes sont tendues, on ne peut pas défendre, on ne fait que courir après le ballon et évidemment on manque d'efficacité. Donc provoquer absolument des passes tendues, lobées ou à terre. Ensuite, on doit avoir minimum une joueuse sur le ballon, on l'a dit juste avant. Aucun ballon au milieu, que ce soit dans le jeu extérieur ou dans le jeu intérieur, on refuse que le ballon soit au milieu. Pour que tout ça soit vraiment cohérent, il me paraît primordial d'intégrer la communication. Alors la communication, c'est pas juste les choses simples, balles, passes, comme on peut le voir souvent. C'est vraiment que les gens apprennent à communiquer et à échanger entre elles en l'occurrence. Le backdoor, faiblesse de cette défense, donc il faut couvrir. Deuxième faiblesse aussi, le rebond, parce que t'as pas de joueuse à charge, donc c'est vraiment une histoire de collective et liée aussi à la communication. Et donc en face de ces repères collectifs, on y a mis des repères individuels. Pour pas que les passes soient tendues, il faut évidemment que le défenseur cadre, ou les défenseurs cadrent toujours les appuis de l'attaquant. Quand on veut au moins une joueuse sur le ballon, il y a quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est l'orientation des épaules. Suivant où tu te situes sur le terrain, tu dois avoir les épaules toujours orientées face aux différentes lignes de touche. Pour pas qu'il y ait de ballon au milieu, il faut gêner les passes, les drives. Et nous, on demande énormément d'activité des pieds et des mains. Et on veut que nos filles touchent des ballons. Alors quand on dit touche des ballons, c'est toucher les ballons avec les mains, mais on veut aussi qu'elle touche des ballons avec les pieds. Parce que le ballon, il part souvent en touche, que ça repart, et c'est souvent un petit peu agaçant que ton adversaire te touche toutes tes balles, que ce soit avec tes mains ou avec tes pieds. Pour communiquer, il faut connaître son rôle, il faut connaître celui des autres, et vraiment d'expérience aujourd'hui, la communication, elle amène la confiance. Parce que quand les gens ils me parlent, j'ai une plus grande confiance en ce que je fais. Quand je parle aux autres, je donne une vraie confiance collective. Après, il y a quelque chose de tout bête, mais qu'on travaille énormément, c'est la mobilité de la tête. Parce que les filles ont tendance souvent à garder la tête bien alignée dans le corps. Et du coup, on voit peu ce qui se passe derrière. Donc, on appréhende beaucoup la mobilité de la tête pour couvrir justement ces backdoors. Et puis après, beaucoup de travail autour des box-out, autour de la communication de nouveau, pour contrôler cette haute faiblesse de le rebond. Alors, je vais revenir sur l'aspect de la communication, Mike. T'as beaucoup parlé de la communication des joueuses entre elles. Donc j'aimerais savoir comment tu fais pour que elles puissent effectivement libérer un peu et communiquer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ta communication à toi. Comment est-ce que tu communiques ces repères? Alors, la communication entre elles, on le fait par des jeux à l'entraînement. Alors, des jeux bêtes ou moins, mais par exemple, pour citer une situation spécifique, sur des séquences d'entraînement, on leur demande de se parler entre elles. Donc, on va donner le prénom d'une joueuse et on va associer un mot. Je vais prendre ton exemple, je vais dire Yann, chaussure. Donc, toi, tu dois me répondre par ce mot, chaussure, et tu dois interpeller une autre joueuse et lui donner un nouveau mot.
et elle doit donc répondre de ce mot et interpeller une autre joueuse. Et évidemment, si la joueuse ne t'a pas répondu, c'est qu'elle t'a pas entendu. Donc il faut que tu insistes avec elle pour qu'elle te réponde et qu'elle réponde à ton mot. Donc ça, c'est un petit peu les subterfuges qu'on utilise pour que les gens communiquent entre eux. Par exemple, toi, tu me dis Yann chaussure. Moi, je vais interpeller quelqu'un d'autre. Je vais dire Mike fleur. Non, toi, tu dois d'abord me dire chaussure. Okay. Tu dois répéter mon mot. Mike, puis après. Ok. Moi, je te réponds Mike chaussure. Alors, moi, je te réponds chaussure. Ok. Hop, et après, je vais exactement. Ben, voilà. Donc moi, je vais dire fleur. Je vais interpeller une autre joueuse. Je vais lui donner un mot et ainsi de suite. Et pour notre communication à nous, c'est beaucoup dans les temps de pause. On les laisse faire beaucoup quand ça joue. On les laisse faire. On les laisse se tromper parce que de toute façon, le samedi, tu vas te tromper et tu n'auras pas beaucoup d'impact sur ce problème-là. Donc, il faut mieux qu'elles arrivent à le régler entre elles. Donc, nous, l'intervention, elle est beaucoup dans les temps morts. Je parle à l'entraînement, dans l'échange. Même si, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des assistants. Il y en a un qui gère l'aspect plutôt défensif. Et donc, lui, c'est vrai qu'il intervient beaucoup individuellement pendant les entraînements sur des petites actions, des petits échanges pour limiter les soucis erreurs individuelles. D'accord. On a des questions qui nous arrivent de la part des internautes. Comment est-ce que tu fais pour passer de la communication avec les petits jeux donc, que tu nous as présenté là, à la communication ça a coupé Yann, mais je crois que tu m'as dit passer des petits jeux, de la communication des petits jeux à la communication jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on essaye de le retranscrire, ce petit jeu, dans le 5-5, évidemment, et puis en gardant de la communication vraiment basket au milieu, parce que des joueuses qui sont pas concernées par la communication un peu particulière des deux autres joueuses peuvent malgré tout continuer à communiquer d'un point de vue basket. Et après, dans les temps vraiment jouer vraiment basket, on est toujours derrière elles en train de leur demander de communiquer, en train de leur demander d'échanger. Et c'est vrai que notre joueuse américaine, pour ça, nous a beaucoup aidé, parce qu'ils ont cette culture-là, eux. Et je me souviens, sa première séance d'entraînement, elle nous a retourné le gymnase. Il y a 2 saisons, elle nous a retourné le gymnase à la fin de la séance. Et les autres joueurs nous ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a, elle crie tout le temps. Et c'est vrai que elle aide vraiment, parce qu'elle amène les gens avec elle dans cette dynamique. Et aujourd'hui, les joueuses, elles se sont appropriées ça, et c'est vrai qu'elles communiquent beaucoup plus. Super, merci Mike. Alors, en termes de mise en place, bon bah voilà une intro 1 évidemment. Donc on y a mis, on leur a mis des chiffres, voilà. Donc la joueuse qui est sur la pointe c'est la 1, la joueuse au fond c'est la 2, 3 et 4 sur les côtés et 5 au milieu. Donc le rôle de chacune. Donc la 1, elle a pour volonté de couper absolument l'axe panier et de mettre très forte pression. Voilà. Le 2, on a mis tout au fond, a aussi une volonté de course latérale, beaucoup, de ligne de touche de côté à ligne de touche de côté, plus de couverture des postes bas. Les 3 et les 4, eux, ils sont à peu près hauteur lancé franc, évidemment, c'est pas figé, et beaucoup de courses vers ligne du milieu de terrain, ligne de fond, et avec un gros rôle pour ces 2 filles-là, qui sont les couvertures du backdoor, quand le ballon est d'un côté, on y reviendra après. Et puis le 5, c'est le gardien du temple. Voilà, il interdit tout arriver dans la raquette en dribble, il doit toujours avoir le buste en face du ballon. Et c'est un rôle vraiment important. Alors évidemment, il faut des profils de joueuses qui vont en face de ça. Alors ça passe et par l'entraînement, mais ça passe aussi par, je dirais, le recrutement, jusqu'au recrutement. Arriver à recruter des joueuses qui arriveront à rentrer dans ce profil-là. Donc quand on revient sur la 1, il faut qu'elle soit grande. C'est bien parce que quand tu es grande, tu peux couper l'axe du terrain en 2, ça fait des passes encore plus lobées, mettre encore plus de temps à arriver. Nous, on s'est
heurté au problème de notre meneuse qui était de petite taille. Donc, on avait commencé à la mettre soit en 3, soit en 4. Et le problème, c'est qu'on a été vite en difficulté parce que du coup, on était un petit peu en danger dans les rebonds. Donc, on l'a ramenée au milieu. Par contre, la petite que tu mets au milieu, là, en 1, elle se doit obligatoirement d'être hyper engagée, hyper agressive pour poser des problèmes sur le dribble. Après, le 2, qui est tout au fond de la zone, il faut qu'il soit très mobile, très engagé aussi, parce qu'il y a beaucoup de courses à faire. Voilà. 3 et 4, il faut que ce soit plutôt des grands, 2, et plutôt mobile, parce qu'il y a de la course et il y a du combat de rebond. Parce qu'on l'a dit, quand les ballons sont tirés de la droite, beaucoup de rebonds partent évidemment à gauche. Et puis la 5 au milieu, oui, elle est moins mobile. Par contre, elle est là pour stopper les drives. Elle est là pour mettre son corps en opposition à tout ce qui veut rentrer dans la raquette. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir pas peur des contacts. On va passer sur quelques exercices. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, là il y en a peu. Dans la version qui sera mise en ligne, il y en a beaucoup plus. Donc là on prend un exercice A3, un exercice un peu référence. Bon voilà, on voit que c'est quelque chose d'assez classique. 2 attaquants, un défenseur au milieu, des passes que le défenseur doit faire en sorte qu'elles soient ou à terre ou lobées. Voilà, c'est un travail du coup qui se concerne là les joueurs 3 et 4, comme dans notre dessin auparavant. Un petit travail qu'on fait sur 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on change les rôles. Ça te fait un temps de travail, de temps de repos. Voilà, c'est un travail qu'on fait sur 6 minutes. Beaucoup de pression sur le porteur, beaucoup de vitesse. Donc, on peut le ranger aussi dans le travail physique. C'est intéressant aussi pour ça. On essaye beaucoup d'intégrer ce travail physique à notre travail défensif. Et puis, comme on le disait au tout début, énormément d'activités, des bras et des pieds. Il faut taper les ballons avec les mains, taper les ballons avec les pieds. Et puis, communication simple, un lancer balle à chaque fois qu'on a un porteur. Un autre petit exercice à 4. Là, c'est pour travailler sur le piston de la couverture du backdoor. À chaque fois que le ballon est d'un côté du terrain, l'ailier à l'opposé doit toujours rentrer backdoor. Donc, sur les transferts de balles, comme on le voit là, entre 2 et 1, 3 va ressortir sur le ballon et 4 va descendre backdoor. Je parlais tout à l'heure des orientations des épaules. Par exemple, 3 et 4, toujours obligation d'avoir les épaules soit en face de la ligne du milieu de terrain, soit en face de la ligne de fond. Vraiment, ça, c'est des repères, on est très rigoureux là-dessus. Donc voilà, même principe qu'avant, on travaille sur 30 secondes, sauf que là, on fait des rotations attaque-défense, le même travail, ouverture du backdoor, activité des bras et des pieds, la communication, c'est toujours pareil. Là, on travaille un exercice à 5. Vous verrez que vous trouverez des exercices avec un peu plus de joueurs, où là, on travaille le relationnel entre 5 et 2. Oui, parce que quand 2 va sortir dans le corner, là, en l'occurrence sur une surcharge de 3, il va falloir que 5 prenne sa place. Évidemment, si j'y rajoute un, il faudrait que 1 prenne la place de 5. Mais là, c'est vraiment pour travailler sur les collaborations entre les 2 défenseurs. Donc là, c'est un travail qu'on fait pareil sur 30 secondes. Et là, on fera passer tout le monde sur tous les postes. C'est-à-dire que les attaquants vont rentrer dans les rotations ici. C'est un travail sur 5 minutes. On a donc parlé de l'articulation de 5 sur la sortie de 2. L'activité des bras et des pieds est toujours présente. Et évidemment, la communication aussi. Merci Mike. 2 questions. La première, c'est sur le profil des joueuses. La 2, c'est-à-dire celle qui est plus proche du cercle. Tu as vanté les qualités de mobilité et d'engagement. Mais est-ce que c'est une joueuse aussi de grande taille ou pas, étant donné qu'elle est proche du cercle, notamment sur son implication au rebond? C'est la question qu'on se pose souvent. Et c'est vraiment la position sur laquelle on est le plus flex. Parce que des fois, on arrive à y mettre notre meneuse en bas. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette joueuse-là, elle n'est pas toujours concernée par le rebond. Parce qu'en fait, elle sort beaucoup dans les coins. Donc, elle est beaucoup concernée par éventuellement des écrans en retard, par les défenses au large. Et elle est moins concernée par la défense près du cercle. Alors que les ailières, elles, où les backdoors sont beaucoup plus concernés. Et en même temps, tu as raison, mettre quelqu'un de grand là, qui a tendance quand même, comme on l'a dit, à couvrir des postes bas, c'est aussi quelque chose qui peut aider. Donc on alterne beaucoup. On peut, comme tu dis, mettre notre meneuse et puis on peut y mettre notre poste 4, voilà, qui est aussi un peu mobile, qui est grande, qui peut contenir des duels quand le ballon il rentre poste bas. Mais ouais, c'est vraiment la position où on est le plus flex sur le profil de la joueuse qu'on veut mettre. D'accord.
La deuxième question que je voulais te poser, c'était par rapport aux exercices et l'attitude pédagogique du staff. C'est des exercices qui demandent beaucoup d'engagement, donc certainement une forte stimulation. Comment vous gérez ça? Comment est-ce que vous faites en sorte que les joueuses puissent se donner à 100%? Déjà, on les fait court, mais le temps de travail pour ça est souvent court. Il y a effectivement beaucoup de présence. Bon, on a la chance d'être 3, donc on peut couvrir du terrain sur le terrain. On les accompagne beaucoup, on les encourage beaucoup. C'est beaucoup dans l'aspect positif, mais je dirais surtout que ce qui les fait, je dirais, s'engager dans le travail, c'est le résultat qu'elles envoient les samedis quand on se met à défendre de cette façon, et où elles voient que ça a vraiment de l'impact. Et du coup, je pense que voilà, ça les amène la semaine à se dire bah ouais, on travaille pas pour rien. C'est vrai que tu ferais ça, tu t'arracherais en défense la semaine, tu t'arracherais dans le travail comme ça au quotidien, et puis le samedi t'en sors rien. Et c'est ce que je te disais au début. Il y a quelques années, en fait, on travaillait des choses comme ça, sauf que le samedi on n'en tirait rien. Donc c'est vrai que les joueurs ou les joueuses, ils en retirent pas grand bénéfice, donc du coup ils s'y engagent moins. Là aujourd'hui, voilà, vraiment, je pense qu'ils y trouvent des bénéfices et ils s'y engagent. Et nous, on essaie vraiment de nous accompagner positivement là-dedans. Ouais, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que la victoire est un très bon carburant pour ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pédagogiquement, comment on s'entraîne au changement de rythme. Donc, on l'a dit, on fait des exercices courts, mais à très forte intensité. Donc ça dure de 1 à 6 minutes. Que ce soit des jeux réduits ou que ce soit du jeu 5-5, c'est vraiment des choses qu'on veut courtes. Voilà. On travaille beaucoup sur des situations de 5-5 demi-terrain suivies d'une contre-attaque. Je me rappelle la semaine dernière Guillaume qui fonctionne un peu comme ça aussi, mais lui avec cette volonté forte de up-tempo offensif. Nous, c'est vraiment un up-tempo défensif, mais qui doit nous amener à faire de la contre-attaque. Parce que je vais pas vous cacher que de temps en temps, on passe quelques temps difficiles offensivement, et ça fait du bien de récupérer les ballons et de pouvoir aller un petit peu scorer du jeu rapide. Donc quand on joue à l'entraînement, on alterne beaucoup les défenses. Je te prends un exemple simple. Voilà, quand on marque un panier, on fait cette défense 1-3-1, et quand on rate le panier, on reste sur fille à fille. Ce qui oblige nos joueuses à avoir une vraie concentration. Et on le faisait il y a quelques années avec les filles de la Conche-Mulan. Ça fonctionnait pas vraiment, notamment les week-ends. Et aujourd'hui, on se rend compte, alors est-ce que c'est les années passent et que le groupe change pas beaucoup, et aujourd'hui elles ont cette capacité à vraiment plus alterner défensivement les samedis, avoir cette concentration d'alternance, et peut-être que les années d'entraînement, on l'espère quand même, nous aident là-dedans. Et on fait énormément de matchs en point défensif. Un stop, un point. Voilà. Et puis, on joue en 5 stops. Je te disais tout à l'heure, très souvent aujourd'hui, quand on demande aux joueuses, quand on leur laisse le choix de jouer en point off ou en point def, elles décident beaucoup de jouer en point def. On va se prendre une séance type, à quoi elle pourrait ressembler. Donc, on fait beaucoup d'échauffement. Si la thématique de la séance est la défense, on fait des situations autour de défense, fondamentaux ou pré-collectifs. Un petit travail individuel ou pré-collectif, qu'on lance tout de suite dans le jeu 5-5. On reprend souvent autour d'un nouveau travail individuel ou pré-collectif, ou qui est une suite du premier, hop, qu'on renvoie de nouveau dans le 5-5 avec toujours des points défensifs. À partir du moment où on leur a parlé de défense, on leur parle de défense du début à la fin de la séance, et on ne comptera les points que sur l'aspect défensif. Un petit temps sur des situations spéciales. Situation spéciale, ça peut être l'adversaire du week-end, ça peut être une situation de gestion, de fin de possession, de score à gérer, de chrono. Voilà. Et toujours un petit retour qu'on fait soit nous,
soit qu'on leur laisse faire elle. Voilà, une joueuse est choisie pour faire le débrief de la séance. Souvent, dans la construction des séances, on imagine une construction assez basique qui va de 1 contre 0 pour finir sur 5 contre 5. Or, toi, tu prends un peu le contre-pied de ça avec un va-et-vient assez régulier de situations particulières et le 5 contre 5. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette philosophie? Pourquoi est-ce que tu es parti là-dedans? Pourquoi ça va-et-vient? Oui, alors j'ai pris une séance type en l'occurrence, qui pourrait être, comme tu viens de le citer, une séance lambda en partant du 1 contre 0 en 5-5. On pourrait très bien faire d'ailleurs démarrage du 5-5 pour finir de 1 contre 0, qui était envisageable. Et pourquoi ce découpage un petit peu? C'est qu'en fait, on veut travailler un point spécifique défensif, voilà, et on veut vraiment le retrouver dans le 5-5. Donc on ne parle que de ça, on le remet dans le 5-5. Et derrière, soit on veut une continuité de ce point spécifique, soit on veut un autre point spécifique, donc on retourne le chercher dans du jeu réduit, et on repart dans le 5-5, sur notre deuxième 5-5, pour effectivement essayer d'avoir les deux points précédemment travaillés dans le dernier 5-5. En fait, l'idée, c'est de voir si le deuxième 5-5 il est plus efficace que le premier 5-5 grâce aux deux points qu'on a pu travailler au milieu. D'accord. Ok. Merci. On avait des questions des internautes aussi sur le lancement du jeu rapide. Est-ce que, tu as un lancement particulier dans ton jeu rapide consécutif à ta défense, ta volonté de faire surjouer l'adversaire? Et 2, est-ce que tu as un positionnement de tes joueuses sur la 1-3-1 qui est relié avec le lancement de ton jeu rapide? Alors, comment ils s'organisent? Je dirais qu'aujourd'hui, dans le basket moderne, Guillaume le disait largement la semaine dernière, tout le monde part avec le ballon aujourd'hui. Peu importe qu'il gagne au rebond, peu importe qu'il gagne sur la balle volée, les gens sont capables de partir en dribble. Même tes intérieurs, sur 1-2 dribbles, sont capables de pousser la balle et de la libérer derrière. Donc nous, si tu veux, on n'a pas de contrainte. La fille qui vole la balle, quand elle vole la balle, souvent elle part avec. Souvent, si c'est notamment les rideaux du haut, sur les rebonds, elles ont la liberté de pouvoir partir en dribble ou de sortir la balle. Donc elles ont totale liberté à partir du moment où on gagne le ballon pour pouvoir la pousser vers l'avant, cette balle. Et puis après, d'organisation type, du coup, je viens de répondre non. On place nos joueuses, on l'a dit avant, c'est plutôt de façon stratégique. On s'est aperçu que notre petite meneuse, quand on la mettait dans les ailes, c'était compliqué pour des histoires de rebond, pour des histoires de contrôle à l'opposé de la balle. Donc, on la met souvent en haut. Bon, du coup, ça tombe bien, parce que si elle est en haut, ça fait que le ballon il peut avancer très vite vers elle. Donc, c'est bien. Voilà. Après, c'est vrai que tu as des courses qui sont pas mal organisées, parce que si tu fais quelque chose de cohérent, tu mets ta meneuse en haut, ta grande moins mobile au milieu, ton autre grande au fond, donc tes deux grandes sont alignées à l'axe panier pour des courses plein axe, comme le veut un peu les grandes. T'as tes deux extérieurs qui sont chacune d'un côté. C'est vrai que c'est bien foutu pour courir, mais c'est pas notre volonté première, elle s'organise. D'accord. Super. Bon, évidemment, c'est une défense qui a des avantages et des limites. Un premier avantage, c'est de se donner des possessions supplémentaires. Je prends un exemple. Deuxième quart-temps, on a la balle au quart-temps. Donc, on a la première balle. Et si on a la dernière balle, on aura obligatoirement eu une balle de plus sur le quart-temps que l'adversaire. Et évidemment, ça peut donc arriver 2 fois dans le match. Donc, on peut gagner 1 ou 2 possessions supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable, je t'avouerai, en fille. Et donc, c'est une défense qu'on est amené à faire beaucoup en fin de quart-temps, parce que l'idée, c'est que l'adversaire tire vite et nous laisse le dernier tir. Donc, on les met sous pression avec cette défense pour qu'ils envoient un tir à 20, 15, 12 secondes et que nous, on ait
nos 10, 12, 15 dernières secondes pour prendre notre tir à nous. C'est évidemment, on l'a dit, gagner des ballons pour alimenter le jeu rapide. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, c'est qu'en fait, on choisit. C'est plus l'adversaire qui choisit de faire ce qu'il veut, c'est nous qui l'obligeons à dribbler, à passer, à tirer. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, on le disait au début, ça oblige une stratégie. Tu en parles la semaine, tu en parles le samedi, tu sais que ça va arriver, tu sais pas trop quand, et quand ça arrive, tu penses être prêt, mais pas forcément. Et clairement, tu changes le tempo du match. Voilà. L'attaque ne pose plus ses formes de jeu comme elle le voulait. Elle est obligée de bouger vite le ballon, de prendre des tirs qui sont peut-être pas les siens. Donc voilà, c'est prendre vraiment le contrôle du match. Les limites, c'est évidemment qu'il faut accepter d'ailleurs d'encaisser certains paniers. Voilà, ça nous est arrivé effectivement de faire un point et d'encaisser du panier. Mais après, les joueurs sont au courant. Il faut faire ta remise en jeu et vite relancer le jeu. C'est des choses qu'il faut accepter. Ça demande une grosse dépense d'énergie parce que c'est une intro, on veut beaucoup courir, on veut aller trapper, on veut sortir dans les coins, on veut remonter vers le milieu de terrain. Donc c'est une défense qu'on fait pas sur des longs temps. On l'a fait de façon plutôt courte sur 1, 2, 3 minutes maximum. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement. On l'a dit, faiblesse au rebond, parce qu'on n'a pas de joueuse en charge, comme beaucoup de zones. Mais là, c'est encore plus axé sur le souci à l'opposé, parce qu'on a beaucoup de joueuses côté ballon. C'est pour ça qu'on demande à notre joueuse qui est en pointe, donc la numéro 1, qu'à chaque fois qu'il y a un tir qui part du coin, par exemple, qu'elle aille très vite, elle, à l'opposé, faire écran retard sur la joueuse à l'opposé. Si vous allez voir le lien qu'on vous proposera, vous avez une intervention de Jean-Michel Sénégal, là, qui axe beaucoup son discours là-dessus, sur cette pointe-là, qui doit aller énormément à l'opposé du ballon pour faire les écrans retard. Et puis, on l'a dit, faiblesse dans le backdoor. Voilà, en sachant que c'est un peu plus marqué chez les garçons que chez les filles, parce qu'il y a un peu plus de verticalité. Il faut jeter les ballons en l'air que les mecs vont peut-être dunker. Mais en même temps, tous les ballons qui vont peut-être vouloir mettre en l'air, ça en fera peut-être une qui sera dunkée et 3 qui seront partis dans le décor. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se défendre, mais il faut savoir que c'est une faiblesse. Et toute équipe est au courant, donc toute l'équipe essaye de se caler par rapport à ce souci-là. Voilà. Donc en conclusion, évidemment, c'est une volonté de dicter le rythme du jeu. Voilà, gérer le tempo, agresser le ballon, provoquer des choses qui font qu'on va sortir l'adversaire de son confort. Ça nous met vraiment 5 joueuses avec le même objectif et on a vraiment vu, notamment ces dernières années, que ça nous permet de créer une vraie émulation défensive. Donc les filles sont vraiment focus sur le projet commun. On veut gagner des ballons pour alimenter notre jeu rapide. Je reviens encore une fois dessus, mais nous, on est de temps en temps un petit peu en pénurie de panier en attaque sur le mi-terrain, et c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Évidemment, il faut accepter qu'il y ait quelques défauts, mais il faut absolument conforter les joueuses dans ce choix-là. Et puis, pour finir, je dirais que le talent offensif, ça se paye. On n'a pas toujours eu les plus gros budgets et que du coup, on a trouvé quelque chose qui était plutôt gratuit. C'était la sueur. Donc, on essaie de trouver des gens qui sont vraiment engagés là-dedans et qu'on peut payer à notre hauteur. Donc, avec la sueur qu'elles peuvent mettre sur le terrain. Voilà. Merci Mike. Elle est de toi cette citation? Elle est de moi, oui. Elle est de moi. Elle a peut-être été déjà reprise, hein, mais je la trouvais sympa. Donc je me suis permis de la mettre là. Parfaitement. Bon, on a pas mal de questions qui arrivent. Il y en a une première sur les responsabilités.
Est-ce que tu peux nous faire voir peut-être avec ta plaquette, notamment les responsabilités et comment ça fonctionne aussi un petit peu au niveau de tes trappes, notamment sur la zone de deuxième arrière? Alors, on va venir par là. Voilà. Un stylo. Donc, on a dit que notre 1, on la mettait ici. Voilà. Donc, on va mettre notre 5, notre 3, notre 2 et notre 4. Je les ai mises comme ça parce que pour moi, le ballon, il est ici. Oui, tout à fait. Donc, déjà, on coupe le terrain en deux. Et par exemple, en responsabilité, et les responsabilités un peu individuelles. Je dois cadrer les appuis de l'attaquant et je dois avoir mes épaules orientées face à cette ligne. Moi, je dois cadrer les pieds de l'attaquant avec mes épaules en face de cette ligne. D'accord? La 2, elle doit toujours être un pied dans la raquette, un pied en dehors, souvent assise dans la fille qui est en bas. Et on disait notre 4, elle, toujours en couvert comme backdoor, et notre 5, toujours le buste et les pieds en face du ballon. Donc, règle numéro 1, c'est toujours une personne sur la balle, minimum. Allez, toi. C'est elle qui y va. Après, elle, c'est son choix, en fait. C'est son choix. Soit elle agresse, soit elle va être, alors, non pas en contrôle, on va mettre une joueuse ici, parce qu'en fait, nous, ce qu'on demande aux joueuses, c'est de ne jamais être, ce qu'on leur dit neutre, ne jamais être ici, en fait, c'est-à-dire à égale distance de deux joueuses. On ne veut pas qu'elles soient à égale distance. Soit elle est un peu plus proche, soit elle est très agressive, mais on ne veut pas qu'elle soit neutre. C'est une défense qu'on ne veut surtout pas neutre. On le disait tout à l'heure, tu me posais la question. Oui, on est souvent sur les zones neutres. Alors là, c'est absolument pas le cas. C'est toujours agresser une ou agresser l'autre joueuse. Alors, en l'occurrence, ce qu'on pourrait demander, si le ballon il est venu un petit peu en dribble comme ça, hein, c'est d'agresser. Donc, on est parlé de la 3. Mais évidemment, la 3, il va falloir qu'elle s'accroche à ses poumons, parce que si le ballon il part là-bas, il va falloir qu'elle reparte agressive, et cette fois, nouveau repère, épaule face à cette ligne de fond, pied qui cadre. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut aussi faire l'autre choix d'être complètement en train de couper la ligne de passe et très proche de la joueuse qui était proche d'elle? Exactement, être très proche. Donc, ce qui va peut-être donner une situation facile d'effacer sur la table, hein, comme ça. Hein. Ce qui va peut-être donner une situation où cette joueuse-là, voyant que c'est plus loin, va se mettre à driver. Donc là, on veut vraiment que notre 1, elle reste dans le duel. Évidemment, il va falloir venir resserrer un petit peu et on a toujours notre 5 qui est là pour contrôler tout ce qui est arrivé dans la raquette. D'accord, super. Ouais, excuse-moi, vas-y, fini, pardon. Ouais, un repère aussi qu'on donne, je fasse tout, c'est pour notre 2. Parce qu'il y a des situations qui sont un peu particulières, on le sait, sur les zones, c'est les transmissions des espaces un peu problématiques. Donc on a pris ce repère, on a pris les zones neutres là, et en fait notre 2, qui est là, elle a le droit d'aller partout, et en dessous, cette zone neutre. Elle ne peut pas remonter au-dessus. Par exemple, dans une des vidéos qui sera en lien, tu verras que l'université de Michigan fonctionne pas comme ça. Ce joueur qui est là, tu le vois des fois remonter jusqu'à là. Voilà, c'est un parti pris, hein. C'est un parti pris. Mais c'est certainement quelqu'un qui est hyper mobile. C'est des joueurs qui sont plutôt de grande taille, hyper athlétiques, donc ils ont peut-être la possibilité de couvrir des espaces comme ça. Nous, avec les filles, on peut pas aller dans des espaces aussi grands. Donc, la 2, elle sait qu'elle est dans cet espace. Voilà. Tu me parlais des responsabilités. Bah, la 5, elle sait qu'il y a tout ce qui est la raquette. Voilà. La 1, son axe panier. Et les deux ailières, elle court sans fin. C'est une défense où vraiment faut s'engager physiquement.
Alors, justement, on a eu des questions autour de la concentration. Parce que effectivement, il y a une grosse dépense d'énergie. Est-ce que à un moment, tu as pas peur qu'elle perde un peu de lucidité? Et si oui, comment est-ce que tu bosses ta concentration? Alors, en perte de la lucidité, oui. On le voit nous en fin d'entraînement, quand on en est à 1h30, 2 heures, voire des fois plus, cette séance. Les dernières minutes sont difficiles. Et la lucidité, on la perd pas forcément en défense, parce qu'on a vraiment une équipe qui fait bloc. Et du coup, j'arrive toujours à compenser les erreurs des unes et des autres. Par contre, effectivement, la lucidité, on la retrouve, enfin le manque de lucidité, on le retrouve en attaque. Comme je te disais, quand on est sur le demi-terrain, où là, on a des périodes qui sont plus complexes. Et du coup, en fixe, c'est là où tu as besoin d'un collectif offensif bien rodé, parce que tu n'as pas de joueuse qui va forcément faire la différence elle-même individuellement. Mais ces temps-là, ouais, on les retrouve. Après, comment on les travaille? On les travaille avec la répétition. Faire les choses, se tromper, savoir qu'on s'est trompé là, d'accord, donc on va corriger, et le fait de beaucoup répéter fait en sorte que on gagne un petit peu en efficacité, et cette concentration-là, elle est un peu plus entraînée, je dirais. D'accord. Est-ce que ça veut dire que il faut aussi avoir un petit peu de patience quand tu commences à défendre comme ça pour qu'il y ait une forme d'habitude qui se crée? Ouais, clairement. Clairement, je te disais, hein, on faisait ça il y a quelques années, on n'en avait pas grand-chose. Et 3 ans plus tard, avec un groupe qui est plutôt stable, ouais, ça s'améliore grandement. Et en fait, le fait qu'on ait un groupe stable, les nouvelles joueuses qui arrivent dans le groupe, à chaque fois, elles sont, tu vois, elles rentrent dans le moule grâce aux autres, elles sont guidées par les autres. Et ça se passe effectivement. On peut prendre un exemple, tu vois, d'une joueuse qu'on a intégrée cette année, qui en plus de ses énormes qualités défensives, est rentrée dans le collectif défensif, mais avec une simplicité énorme, parce qu'elle a beaucoup d'intelligence. Donc on parle d'une joueuse qui est Camille Droguet, qui nous a rejoint cette année là, qui a un gros volume défensif, qui a une intelligence, qui a un engagement. Et du coup, elle est rentrée. Tu vois, toi qui la connais un petit peu, Camille, tu la mets en 1 sur la pointe là, et c'est un calvaire à attaquer, parce qu'elle va courir partout, parce qu'elle va bouger les bras. Ah oui, elle est très pénible quand tu la mets là. Mais on a des joueuses un peu spécialistes de cet endroit-là. Et en fait, c'est pas une défense minute. C'est vraiment des heures, voire des années pour nous de travail là-dessus. Est-ce que, malgré le fait qu'en match, tu fasses ça sur des périodes plutôt courtes, est-ce que tu multiplies les remplacements pour garder un peu de fraîcheur ou pas? Ou tu veux pas briser le rythme? Non, on n'hésite pas à faire beaucoup de changements. C'est un petit peu la particularité, je sais pas si c'est une particularité, mais c'est le fonctionnement de notre équipe, c'est que on arrive à faire jouer tout le monde, on arrive à mettre tout le monde sur le terrain, avec l'idée que c'est à partir du moment où tu t'investis défensivement, tu passeras des minutes sur le terrain. D'accord. Quoi qu'il arrive. D'accord. C'est la récompense. Ok. On a une question sur, à nouveau peut-être sur la plaquette, sur lorsque la balle est dans le corner, comment est-ce que tu fais pour défendre le post-up? Donc c'était le petit exercice qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est deux, le ballon est donc là. On va dire que j'ai 3 en pression cadrée. J'ai donc 2 qui est assise sur le poste, et on met quelqu'un là. Donc déjà l'idée c'est que tant que le ballon il est là, la joueuse elle ne sort pas, elle reste. Pendant le voyage du ballon, elle va courir. Mais tant que le ballon est là, elle restera sur le poste bas. Et donc toujours mon 5 est là, et mon 1 qui était soit en forte pression, soit en contrôle, on va le mettre en forte pression. Allez, j'ai toujours mon backdoor. De mon 4, mon 2, mon 5. Quand le ballon va là-bas, j'ai 2 qui va venir cadrer et pour l'orienter. Ma 3 qui va venir
épaule orientée cadrée, et ma 5, il va venir glisser devant le poste bas, il doit glisser devant, pas venir derrière, pas venir deny, c'est vraiment glisser, s'asseoir, et 1, il va venir couvrir cet espace-là, qui est un peu un espace clé, on l'a dit au début, pas de ballon au milieu. On acceptera donc que le ballon revienne, il sera de nouveau agressé. Alors évidemment, s'il y a personne ici, peut-être qu'un pourrait rester pour couper. D'accord? Mais très souvent, il y a quelqu'un qui est là, donc un va venir. Donc, pour répondre à la question, dans 2 sorts, c'est 5 qui prend la place, qui glisse devant, et 1 qui prend la place de 5. Ok. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la notion de rebond, notamment comment tu fais pour essayer de t'organiser sur l'espace opposé? Ouais, tout à fait. Donc, notamment, tous les tirs qui partent de là. Parce qu'on a donc notre 2 qui est ici, souvent notre 3 qui est là, notre 5 qui est venu ici, notre 1. Donc, on se rend compte quand même qu'on a 4 joueuses. Il y a quand même 4 joueuses qui sont toutes dans le même quart de terrain. Et en sachant que sur le tir qui part d'ici, on a 80% de chance que le ballon il atterrisse de l'autre côté, où je n'aurai que ma 4. Donc en fait, souvent ce qu'on demande, notre 4, on lui demande de pas faire d'écran retard classique, tu sais, où l'attaquant est là et écran retard. Parce que si tu fais écran retard comme ça, souvent le ballon, hop, il passe par-dessus. Donc nous, on lui demande de se mettre plutôt dans l'autre sens, ici, et excusez-moi l'expression, de pousser aux fesses un peu, de pousser la joueuse sous le panier, pour que si les ballons ils partent au loin, Ouais, l'image est claire. ouais. Et surtout, on va demander à notre 1, dès qu'il y a tir, de sprinter, elle par contre faire écran retard à l'opposé. Alors là, je te le fais là, mais je ne sais pas où est l'attaquant en fait. Ça dépendra clairement de où est l'attaquant. Si je te mets un attaquant là, ben voilà, d'aller partir absolument. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur à intégrer. Faire partir cette joueuse à l'opposé, c'est un combat de tous les jours. Ok, merci Mike. Comment est-ce que tu gères les surcharges? Communication, accompagnement au début de surcharge par 3 ou 4 jusqu'à leur position. Je te le fais à la plaquette, tiens. Hop, hop. Ici, le ballon il s'en va de l'autre côté là-bas. Donc, bah, si le ballon est là, moi déjà je suis ici, à l'opposé, je suis 3. Voilà, donc accompagnement jusqu'à cette zone à peu près ici, là. Ici j'aurai 2. Donc 3 va énormément communiquer avec 2 pour que sur la sortie de cette joueuse, 2 soit au courant. Et nous, ce qui est important, je te le disais tout à l'heure, c'est que par rapport à un attaquant qui serait là, il faut que 2 il soit assis dessus et non pas derrière. Parce que si tu es derrière sur les sorties, tu seras très en retard. Nous, on veut qu'elle soit assise. Donc 3 va communiquer avec 2. Et quand le ballon va partir, 2 ira. Mais pas tant que le ballon est là, elle ne sortira pas. Donc bien être assise, une bonne communication entre 3 et 2. 3 et 2 se passe la joueuse là, dans cet espace, dans la zone de non-charge. D'accord. On avait une question aussi relative plutôt à comment est-ce que tu vas coacher l'attaque pour pouvoir bosser ta défense. Tu vois le truc? Ouais, je vois bien. Hop. Notamment sur les exercices, hein, c'est-à-dire sur les petits drills que tu proposes ou lorsque tu es sur le 5-5, comment est-ce que tu alors, les drills, c'est la gestion est plutôt simple. Tu enlèves des drills, tu mets pas de dribble ou tu enlèves des drives. C'est plutôt facile. Il y a une situation d'ailleurs de mémoire que j'ai dû mettre en 4 contre 4 où on n'a pas la joueuse du milieu. Donc évidemment, si tu mets pas la joueuse du milieu en défense, tu organises tes attaquants pour qu'ils ne partent pas en dribble parce qu'il y a personne pour les stopper. Donc tu organises tout le reste. Et après dans le jeu, on laisse beaucoup de meneuses gérer les choses. Donc elles essayent de rentrer sur des formes de jeu, de zone.
Sauf qu'en fait, très vite, elle se rend compte que c'est pas possible de mettre en place parce que tu es tout le temps sous pression. La meneuse, si elle veut garder la balle pour mettre la situation en place, elle est agressée. Si elle bouge la balle, la forme de jeu elle est plus en place et la nouvelle joueuse qui a la balle est de nouveau agressée. Donc on laisse beaucoup la meneuse là-dessus. Et nous, en fait, on privilégie les situations de lecture, de bouge-ballon. Et voilà, sur les situations comme ça, on leur donne quelques repères pour effectivement mettre un petit peu en danger la défense, comme peuvent le faire certainement nos adversaires quand ils nous jouent le week-end. Donc on donne un peu des repères offensifs, de mobilité du ballon, d'agressivité aussi, parce que mine de rien, on parle quand même de joueurs extérieurs qui drive sur une poste 5, donc il va peut-être manquer un petit peu de mobilité. Donc c'est surtout là-dessus. Mais on est comme tout le monde, on n'a pas de forme de jeu pour attaquer une 1-3-1 qui est hyper agressive. D'accord. J'aurais une dernière question pour toi. C'est, étant donné que tu as cette double casquette là, de coach à la fois à haut niveau là, avec la tronche, mais aussi de CTF, donc tu as souvent affaire avec des jeunes, est-ce que cette idée de changement de rythme ou d'agressivité, de suragressivité en défense, tu t'en sers avec les jeunes? De quelle manière? Oui. Bon, la dernière fois que j'ai voulu faire un 3-1 dans un tic, on s'est pas passé. Pas voulu. C'est dommage. Non, on s'en sert, mais alors là, très concrètement, aujourd'hui, avec par exemple une sélection, et je te dirais que de façon générale avec les jeunes, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut les pousser, presque de façon permanente, vraiment avoir de l'impact, de la volonté. Nous, ce qu'on dit beaucoup à nos jeunes joueurs du comité, c'est qu'on veut qu'ils choisissent en fait. C'est eux qui doivent choisir en défense. Ils doivent choisir pour l'attaque. Je te prends un exemple, un attaquant qui monte sa balle, c'est pas lui qui doit décider de changer de main. C'est le défenseur, de par sa défense, un terme que j'aime bien moi utiliser, qui est courir sauter. Et ben c'est de par sa défense, c'est lui qui va décider que l'attaquant il va changer de main. C'est pas l'attaquant qui va décider de changer de main de lui-même. L'idée c'est vraiment que la défense elle décide. Tu le sais comme moi quand on intervient sur les formations de cadre, notamment sur les épreuves de démonstration de montée, c'est ce qu'on dit toujours aux stagiaires, c'est leur dire quand vous faites la démocode, partez bien de la défense parce que la défense va décider et l'attaque va réagir. Ayez cette cohérence-là. Donc c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils soient agressifs, qu'ils décident pour l'attaque et je pense qu'il sera plus simple parce que plus les années vont passer, il va falloir qu'ils apprennent à contrôler un petit peu cet engagement défensif. Un engagement défensif, à mon avis, est plus simple à ralentir, plutôt que si tu as toujours été un peu dans le contrôle, ça va être beaucoup plus dur à les pousser et à donner de l'engagement. Bien sûr. Super Mike, écoute, je te remercie de cette intervention et d'avoir pu partager toutes ces connaissances et cette expérience. C'était très cool de ta part. On s'excuse aussi, apparemment on a eu quelques petits problèmes de son tout au départ, donc on est encore en train d'expérimenter un peu cette nouvelle façon de communiquer avec vous. Et je pense que au fil des épisodes, on va s'améliorer. Si vous avez aimé la vidéo, surtout pensez à nous soutenir en mettant un petit pouce bleu vers le haut et puis à nous laisser des commentaires sur le lien YouTube, en sachant qu'on vous mettra en ligne très prochainement les replays pour que vous puissiez regarder cette vidéo à votre guise. Voilà, merci encore Mike, merci de nous avoir tous suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et pensez bien à rester à la maison. Au revoir à tous. Merci Mike. Au revoir, merci. Yeah.